Bonsoir, merci d'être venu à cette conférence. Alors, au nom de l'Université Lyon 1 et de l'ISTR, je vous souhaite la bienvenue. Et donc, je suis très heureux, enfin, nous sommes très heureux d'accueillir Adalbert Capangi, que va présenter mon collègue. Alors, on m'a demandé de vous faire voir mes modèles. Bon, alors ça fait des années que je fabrique des objets comme ça, parce que je pense que en biomécanique, les schémas peuvent être complétés par des schémas en relief. Les modèles, ce sont des schémas à 3 dimensions sur lesquels on peut agir. Donc, on apprend beaucoup de choses avec les modèles. Mais vous voyez engagé dans une entreprise un peu folle, parce que pour vous raconter tout ça, il faudrait au moins 6 heures. Bon, alors, je vais essayer de résumer. Alors, je suis un passionné de biomécanique parce que quand j'ai commencé à apprendre l'anatomie, la clavicule m'a paru un os totalement idiot parce qu'on ne sait pas comment il se place, comment ça fonctionne. Et tout de suite, j'ai compris que pour apprendre l'anatomie, il fallait savoir comment ça marche. Voilà, tout simplement. Alors, comme j'avais fait beaucoup de tableaux au pavillon d'anatomie de la faculté des Saints-Pères, j'ai repris tous ces dessins et j'ai fait un chapitre complet que j'ai été proposé aux éditeurs qui s'appelaient à ce moment-là Malouane, et je leur ai dit, voilà, je peux vous faire des bouquins de Brizon-Castin de la biomécanique. Vous connaissez les Brizon-Castin, c'est facile d'apprendre l'anatomie sur les Brizon-Castin, et avec la biomécanique, on comprend tout de suite. Mon idée, c'est que chaque idée particulière doit faire l'objet d'un seul dessin. De la sorte, quand on voit le dessin, on a déjà compris. Le texte est secondaire. La plupart des auteurs commencent par écrire un texte et ensuite ils les illustrent. Moi, je fais l'inverse. Je fais d'abord les illustrations et ensuite je fais le texte. Alors, la biomécanique, c'est quelque chose qui est très différent de la mécanique. La mécanique industrielle, elle a comme objet le fonctionnement des machines, et les machines sont totalement inertes. Elles ne font que s'user. Elles ne vivent pas. Tandis que la biomécanique, c'est la science de la mécanique des êtres vivants. Et ça, c'est tout à fait passionnant. Parce que depuis le miracle de la naissance jusqu'à la catastrophe de la mort, l'être humain est en complète et permanente évolution. Donc, la biomécanique est très différente de la mécanique industrielle parce qu'elle comporte des notions que la mécanique industrielle n'a pas. Par exemple, une machine qui ne fait que s'user est totalement différente d'un être vivant qui va se développer, grandir, vivre et j'allais dire se déglinguer. Mais oui, c'est ce qui arrive, c'est la déglingue à la fin. Bon, alors ça c'est toute une histoire. Et la biomécanique n'a pas des axes fixes, des surfaces de révolution complètes. Et pendant un temps, je l'ai appelé la biomécanique patate. Pourquoi patate? Parce que un jour, j'ai un garagiste qui m'a dit votre moteur, il tourne patate. Alors, ça veut dire qu'il ne tourne pas bien, quoi. Et alors, j'en ai sorti, vous voyez, deux choses. Regardez, ça c'est une patate, vous voyez, l'axe varie en permanence. Et ça, c'est la mécanique industrielle. Vous voyez, l'axe, là, il est parallèle. Donc, ça, c'est mon premier modèle. C'est la différence entre la mécanique industrielle et la biomécanique, que j'ai arrêté d'appeler patate parce que les gens me disaient que c'était péjoratif. Moi, je trouve que c'est très,
ça frappe l'esprit parce qu'on voit très bien que quand une patate roule, elle ne roule pas droit et elle roule avec des axes qui varient en permanence. C'est exactement ce qui se produit dans la biomécanique. Alors, il faut partir du point de départ, et là je vais vous rappeler des souvenirs que la vie est née dans la mer, par des êtres d'abord unicellulaires, puis ensuite pluricellulaires. Et puis parmi ces êtres, il y en a qui se sont fixés définitivement, comme les coraux, et puis il y en a d'autres qui ont pris leur indépendance et qui sont devenus locomoteurs. Alors, la locomotion dans la mer, c'est très très varié. Vous avez la locomotion en réaction des poulpes, et puis vous avez par contre deux types d'animaux. Les animaux qui ont un squelette périphérique, qu'on appelle l'exosquelette, et les animaux qui ont un squelette interne, comme nous, qui sommes issus de la mer, c'est l'endosquelette. Alors, je vais d'abord vous parler de l'exosquelette. Voilà. Et alors, pour l'exosquelette, alors ça c'est de la publicité non payée, vous voyez, je prends des petites bouteilles d'Actimel, et puis je les découpe, et alors avec ça, je fais des modèles mécaniques. Alors, la particularité de l'exosquelette, c'est qu'elle articule des tubes, et qu'on ne peut articuler deux tubes qu'avec un seul axe. Donc, ça limite beaucoup les possibilités du mouvement. Voilà, c'est ça. Bon, alors, mais regardez, quand ce n'est pas échancré d'un côté, c'est limité. Par contre, si vous regardez une pince de crabe, vous voyez que dans le pli de flexion, il y a une partie qui est molle. Voilà, c'est l'échancreur ici qui permet une plus grande mobilité. Alors, si vous additionnez deux axes parallèles, successifs, alors vous voyez qu'avec ces deux axes, on a une amplitude qui est beaucoup plus grande. Ça, c'est là. Bon, alors, après, on va passer à l'articulation à deux axes. Qu'est-ce que c'est une articulation à deux axes? C'est ce qui a été inventé par un Italien qui s'appelle Cardano. Cardano, il a inventé le cardan. Au début, c'était pour suspendre des boussoles contre les fluctuations du navire. Et puis, vous voyez, ça, c'est un vrai cardan qui sert pour ouvrir les stores. Vous voyez que ça transmet le mouvement entre deux axes qui ne sont pas coaxiaux. Alors, regardez, c'est merveilleux, mais si vous faites à 90 degrés, ça ne marche plus. Donc, c'est à l'intérieur d'un cône de au moins 30 degrés. Si vous transposez ça en exosquelette, vous voyez un premier axe ici et un deuxième axe perpendiculaire. Et vous voyez qu'à partir de ce moment-là, on peut faire tourner le dernier segment. Vous voyez, si vous regardez ça en fuite, là, vous voyez que entre là et là, il y a une rotation. Ce cardan, il a des axes perpendiculaires. Il est homocinétique. C'est celui qu'on trouve en mécanique pour actionner les roues avant, les tractions avant. Et on le trouve aussi dans notre anatomie au niveau de la base du pouce. Vous avez un cardan à la base du pouce qui permet d'opposer le pouce parce que quand vous faites un mouvement autour des deux axes, vous avez un troisième mouvement automatique autour de l'axe longitudinal du segment terminal. Mais tous les cardans ne sont pas homocinétiques. Vous avez des cardans où les deux axes forment non pas un angle droit, mais un angle aigu. Et vous voyez qu'à partir de ce moment-là, vous avez des amplitudes préférentielles. Et c'est exactement ce qui se passe au niveau de la cheville. Alors voilà, au niveau de la cheville, ça c'est l'axe de la cheville, de flexion-extension. Et puis vous avez l'axe de Encke en dessous. Et vous voyez qu'avec ce cardan hétérocinétique, vous allez dans le sens
de l'inversion beaucoup plus que dans le sens de l'éversion. Donc, l'intérêt des cardans, c'est justement de faire ce mouvement de rotation, car l'exosquelette ne peut pas avoir ce que nous avons avec l'endosquelette. Il ne peut pas avoir d'articulation à 3 axes. C'est totalement interdit par la conformation en tube. Et alors, là, ça n'empêche pas les crabes d'attraper des proies. Et là, je vous ai fait une pince de crabe. Vous voyez, la pince, elle est là. Bon, alors, et alors, il va attraper, il vient à la bouche comme ça. Vous voyez, grâce à l'addition des segments qui augmente l'amplitude de flexion et la présence de cardans, il y a une rotation qui lui permet de porter sa pince à sa bouche. Voilà, donc, alors ça, je vais laisser ça en cadeau à l'Université de Lyon. Voilà, ça c'est... Vous pensez que moi, je manque pas de petites bouteilles. Ma femme mange de l'Actimel tous les matins, alors je peux refaire ça très facilement. Alors ça, c'est les arthropodes. Et les arthropodes sont sortis de la mer. Et il y a à l'extérieur... Alors, on ne connaît pas l'ancêtre de l'arthropode qui est sorti de la mer. Ce n'est pas la même chose pour les vertébrés. Sorti de la mer, et il a fait tous les insectes et les araignées. Bon, et si vous faites le décompte, ces animaux avec un exosquelette sont beaucoup plus nombreux que les animaux avec un endosquelette comme nous. Hein. Alors, celui qui est sorti de la mer, il est issu d'un poisson qui était doué à la fois de branchies et de poumons. On appelle ça un dipneuste. Et ce poisson s'est transformé, en arrivant sur la Terre, il s'est transformé en un ancêtre commun à tous les vertébrés qui s'appelle l'Ichthyostega. Vous trouvez dans mon livre. L'Ichthyostega, c'est un vertébré. Et c'est un vertébré qui a 4 membres, issus des 4 nageoires, pectorales et caudales. Et ce qui est extraordinaire chez cet ancêtre, c'est qu'il a, au niveau des membres antérieurs et postérieurs, le segment intermédiaire qui comporte 2 os. 2 os qui sont là pour la pronosupination future. Alors ça pose des problèmes philosophique, l'intention du créateur. Le créateur, vous savez, le créateur, alors là je vais vous parler d'un truc que vous connaissez peut-être, c'est les Grecs, ils ont tout inventé. Ils ont inventé les atomes d'abord avec Démocrite. Il a essayé de couper les grains de sable sur une plage et puis il a vu qu'à un moment il ne pouvait plus couper. C'est le moment où on ne peut plus couper. Atomos, ça veut dire on ne peut pas couper. L'atome, c'est la particule élémentaire. Mais l'atome, au départ, c'était quelque chose qui était tout à fait bouillonnant, flou, et pas du tout organisé. Puis il y a un autre grec qui a eu une idée extraordinaire. Il a inventé le logos. Alors pour ceux qui ont fait du grec, ils savent que le logos, ça veut dire non seulement la loi, mais aussi la parole. Et la parole, ça organise les choses, ça organise la matière. Donc, l'organisateur de l'univers, c'est le Logos. Et le Logos a servi de prototype à toutes les religions, à tous les dieux, et en particulier dans le christianisme, le Logos est devenu l'Esprit Saint, le Saint-Esprit. C'est la même chose, c'est lui. Bon, le Logos, pour moi, c'est le grand esprit de l'univers, et c'est lui qui organise toutes choses. Et depuis Spinoza, ce grand esprit de l'univers, il n'est pas en dehors de l'univers, il n'est pas transcendant, parce que sans ça, il faut expliquer pourquoi le Dieu existe avant sa création. Alors on dit c'est une cause première, alors ça ne veut rien dire. Et pour Spinoza et pour les bouddhistes, pour les religions orientales,
le logos, l'esprit, il est déjà à l'intérieur. Donc, l'univers est éternel avec des moments de dilatation et de contraction, un petit peu comme un chapelet de saucisse. Alors, hop, ça se dilate et puis ça se contracte. Mais il n'y a pas de création. Dès le départ, ça existe, on ne sait pas pourquoi. Ça fait partie des choses qu'on ne comprendra jamais, comme le chat qui tire le sage d'eau. Vous connaissez l'histoire? Ah, vous ne connaissez pas? Il faut regarder sur Internet le chat et la chasse d'eau. Et vous voyez un chat qui appuie sur le levier de la chasse d'eau et il déclenche un torrent dans la cuvette et il passe sa journée à essayer de comprendre. Et ce chat-là, il est intelligent, c'est un chercheur scientifique au niveau chat, mais ah oui, c'est comme le savant qui cherche à comprendre. Lui, il cherche à comprendre en tant que chat. Mais ça, il est intelligent, mais niveau maximum. Alors nous, on est un peu plus intelligents. Alors on a déjà compris beaucoup de choses, mais on est comme les chats. On ne comprendra jamais le pourquoi et le comment de l'univers. Donc, il faut regarder sur Internet le chat qui tire la chasse d'eau. D'ailleurs, j'ai fait un poème de ça. Bon, alors tout ça, c'est des digressions, et on en arrive maintenant à l'endosquelette. Alors l'endosquelette, j'ai fait des modèles d'articulation. Voilà. Alors, vous avez un seul axe. Ça, c'est pas dur, vous pouvez le faire avec du carton. Hein. Alors, un axe, c'est une charnière. Et vous voyez, quand la charnière est perpendiculaire, hein, le fragment mobile vient se recouvrir exactement le fragment fixe. Mais vous avez des charnières obliques. Voilà, une charnière oblique. Et vous voyez, cette charnière oblique, elle a déjà un avantage, c'est qu'elle induit une rotation du segment distal. Alors, des charnières obliques, pour la flexion des doigts, vous voyez qu'ils viennent converger à la base du pouce. Et puis, vous avez des articulations qui ont une double obliquité. C'est les métacarpophalangiennes, vous voyez, oblique dans un sens et oblique dans l'autre. Vous voyez, donc ça commence à devenir très, très intelligent et on ne peut pas le faire avec des tubes, ça. Hein. Et puis alors, le système de cardan à deux axes, eh bien, vous voyez que le système de cardan à deux axes, c'est très facile à faire. Vous prenez un segment intermédiaire et vous collez deux charnières perpendiculaires l'une par rapport à l'autre. Alors, vous voyez, quand vous déplacez autour des deux axes, vous avez une rotation de l'axe terminal. C'est exactement comme la rotation du pouce autour de son axe longitudinal, grâce au cardan qui est situé à sa base. Et il y a des gens qui ont fait des prothèses à la base du pouce, qui sont des prothèses sphériques, c'est-à-dire qu'ils ont mis une hanche à la place de la trapézo-métacarpienne. Moi, j'ai inventé une prothèse à deux axes. Malheureusement, elle était en scie-élastique et cet élastique a acquis une mauvaise réputation. Il a été abandonné. Et puis, on arrive... Alors, j'ai modélisé aussi l'articulation à trois axes. Vous voyez? Alors, c'est une épaule. Alors, vous avez flexion-extension, rotation longitudinale et abduction-adduction. Ah, ça, c'est une épaule. Et alors, je n'ai pas le temps parce qu'il y a trop de choses à vous dire. Allez, j'ai fait aussi un modèle de membre supérieur avec une épaule à trois axes, un coude avec un axe de flexion, les deux axes pour la protossupination, et ici, le poignet avec la main. Et ça, c'est le modèle de main. Le modèle de main que vous pouvez faire, d'ailleurs. Vous voyez le modèle de main. Alors, on saute du coq à l'âne. Vous voyez, le modèle de main, il est très utile parce qu'il explique la flexion oblique des doigts. Vous voyez, grâce à l'obliquité des axes ici. Et plus c'est cubital, et plus c'est oblique. Et puis en même temps, il y a une contre-opposition du cinquième métacarpien qui fait pendant à l'opposition du pouce.
Alors là, j'ai fait un pouce qui se démonte malheureusement. Là, il me manque la graphe qui était prévue pour ça. Vous voyez, c'est un cardan, 1 et 2, et le pouce peut regarder en avant et venir s'opposer aux autres phalanges grâce à la rotation induite qui a été décrite par McConnell. McConnell, c'est un biomécanicien moderne, qui était écossais, McConnell. J'ai été en rapport avec ses descendants. Et les descendants sont très contents que je puisse situer leur père. Alors, normalement, on aurait dû vous faire cadeau d'une petite carte postale, vous voyez, pour faire le modèle du rachis cervical. Alors, comme je vais vous faire voir avec le rachis cervical, le premier modèle que j'ai fait, le rachis cervical peut avoir un mouvement global de flexion-extension, et là, je n'ai mis que les mouvements de latéralité. Or, étant donné l'obliquité des axes des articulations entre les vertèbres, le mouvement de latéralité s'accompagne à la fois d'une rotation et d'une extension. Alors, pour corriger ces composantes qui ne sont pas désirées, il y a le rachis sous-occipital qui est formé de deux vertèbres totalement différentes des vertèbres du rachis inférieur. C'est le rachis de la rotation, flexion et inclinaison. C'est donc à l'endroit où la moelle et le bulbe surtout traversent le squelette des vertébrales, c'est l'endroit où il y a 3 degrés de liberté qui peuvent compenser les composantes du rachis cervical inférieur. Alors ça, vous allez en avoir... Hein, il a promis, alors ça va venir. Bon, alors, vous voyez, tout ça, ça vient d'un modèle que j'ai fait il y a fort longtemps. Est-ce que vous voyez ça? Voilà. Vous voyez, les vertèbres, elles s'articulent là avec l'axe d'inclinaison. Et vous voyez, cet axe est oblique en haut et en arrière. Et tous les axes vont converger vers un point situé en haut et en arrière. Si bien que quand vous faites bouger le rachis cervical inférieur, il fait à la fois une inclinaison, une rotation et une extension. Alors, pour obtenir une rotation pure ou une inclinaison pure, il y a la composante du rachis cervical sous-occipital. Alors là, j'ai fait un système justement qui permet les 3 degrés de liberté. Là, il est bloqué. Alors, je mets la tête. Ça, c'est la tête de mon fils quand il était jeune. Là, alors ça vient là-dessus. Vous pouvez, avec ça, en débloquant, ici, je débloque les vertèbres sous-occipitales. Voilà, alors là, c'est débloqué, vous voyez. Celui-là, il fait inclinaison et flexion-extension. Et puis, alors voilà, vous voyez, cette fois-ci, c'est débloqué. Rotation, flexion, extension et inclinaison. Voilà. Alors, je peux vous faire voir tout ça avec la tête. C'est encore mieux avec la tête parce qu'on peut faire la danseuse balinaise, vous voyez. Hein, vous savez faire ça? Hein? J'ai une petite fille qui fait ça très bien. La danseuse balinaise, vous voyez. Ça, c'est pas facile parce qu'il faut contre-opposer. Au lieu d'aller dans un sens, on va dans le sens contraire. Bon, allez, c'est fini avec celui-là. Alors, vous avez compris, hein? Le rachis cervical, ça, c'est ce que j'ai apporté à la biomécanique. Il y a 2 parties qui ont 2 fonctions différentes. Alors, le rachis cervical inférieur, il a une flexion-extension, ça c'est normal, avec les articulations inco-vertébrales, qui sont souvent arthrosiques.
mais il a un mouvement de rotation, inclinaison et extension. Et ça, c'est quelque chose que vous allez retrouver. Où il est passé? Ah, quand on vous donnera ce petit modèle, vous voyez, parce qu'il a les axes de flexion oblique et la compensation ici. Alors vous allez comprendre complètement. Je continue. Le membre, oui, je vous ai fait la main. Bon, on est encore dans le membre supérieur. Donc, le membre supérieur, il a 3, 1 et 3, ça fait 7 degrés de liberté. Alors, vous voyez, là, je fais l'épaule. Ici, vous avez la flexion du coude et la pronation grâce aux deux os de l'avant-bras qui étaient chez notre ancêtre, l'Ichthyostega, en réserve de la pronosupination. Et alors là, c'est très utilisé. Si vous allez dans les musées biologiques, à chaque fois que je vais dans une ville, je vais voir le musée. Et alors, je vois tous les squelettes, parce que les gens ont accumulé les squelettes, et la vache, le bovin, n'a pas de pronosupination. Elle a quand même les deux os, mais ils sont soudés l'un à l'autre. Donc vous voyez que c'est un dispositif universel qui est dans certains cas utilisé et dans d'autres cas pas du tout utilisé. Alors ça pose des questions philosophiques sur les intentions du logos. Pour moi, c'est le logos. Et je ne veux pas vous faire de la peine, mais quand on n'a plus la foi, il reste la philosophie. Et la philosophie, c'est moins confortable que la foi, parce que la foi, tout est certain, et puis on est sûr qu'on va ressusciter, et ça, c'est beaucoup plus difficile à expliquer. Parce que j'ai écrit un livre, vous voyez, qui s'appelle Opération Nathanaël. C'est un envoyé du XXXVIIIe siècle qui va faire une enquête sur la vie de Jésus et qui trouve un homme tout à fait sympathique, normal, et qui n'est... Ah non, il y en a déjà un qui ricane, là. Ah oui, alors, la difficulté, c'est de lire au lit le soir, parce que c'est trop lourd. Il faudra que j'en fasse un plus léger la prochaine fois. Bon, enfin, écoutez. Ça, c'est intéressant parce qu'il y a de la philosophie dedans. En particulier, il y a le logos. Alors, on en arrive... donc, j'ai vu le membre supérieur, la main, et on arrive au tronc. Alors là, mesdames, là, vous allez voir quelque chose, mais le truc, il est détendu. Mais normalement, voilà, vous avez deux plateaux circulaires. Et quand c'est bien tendu, ça fait un cylindre. Mais si vous tournez, qu'est-ce que ça fait, ça? Ça, vous savez comment ça s'appelle en géométrie, dans l'espace? Ça s'appelle un hyperboloïde de révolution. Hyperboloïde de révolution. Pourquoi de révolution? Parce que il est déterminé par la rotation des deux. Et alors, ici, le contour, c'est une hyperbole. Et mesdames, vous avez l'hyperbole de chaque côté. La taille creuse, c'est l'hyperbole parce que les muscles obliques de l'abdomen sont croisés, exactement comme ce petit modèle que j'ai fait. Ça, c'est pour le bénéfice des dames. Voilà. Bon. On arrive au membre inférieur. Il y avait un membre inférieur quelque part par là. Mais... Bon. Alors, j'ai trouvé autre chose dans le genou. Vous savez que le genou, c'est une articulation extrêmement complexe. Et quand je vois une cigogne ou un héron qui marche comme ça, avec des longues pattes comme ça, je me demande comment il est stable.
Eh bien, nous, c'est exactement la même chose. Notre genou est stable et en même temps, il a flexion-extension. En extension complète, il est bloqué, il n'a pas de rotation. Et en flexion, il a de la rotation. Alors, tout ça, c'est le résultat de ligaments qui sont parfaitement organisés, croisés entre eux. Et un jour, j'ai fait un modèle. Alors ça, vous allez voir, je ne dirais pas que c'est génial, mais c'est quand même très intéressant, vous voyez. Ça, c'est les croisés. Et alors, quand vous faites bouger, flexion, extension, eh bien, vous remarquez que le plateau tibial dessine exactement le contour du condyle. Le contour du condyle est un lieu géométrique des différentes positions du plateau tibial. Alors, j'ai un peu perfectionné. Alors, la perfection, enfin non, la perfection, le perfectionnement. Et alors, vous voyez, il y a le plateau tibial de son côté avec les ligaments croisés qui dessinent ici le contour du condyle. Et alors, le plus étonnant, c'est que là, avec les ligaments, les ailerons rotuliens et le ligament rotulien, la rotule, elle fait la même chose de son côté. Elle fait le profil de la trochlée. Donc, ça démontre d'abord que les articulations sont fabriquées par le mouvement. Et quand un bébé dans l'utérus de sa mère fait des mouvements, eh bien, il est en train de fabriquer ses articulations. Ça c'est la première chose. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que les prothèses de genoux sont des prothèses standards, avec des profils fabriqués industriellement. Mais en réalité, si on voulait faire des prothèses personnelles, il faudrait établir l'équation qui détermine le condylo-rotulien. Alors ça, c'est un truc qui est paru dans un journal anglais. J'ai mal choisi, il est totalement ignoré. Bon. Alors, qu'est-ce qui reste? J'ai été plus rapide que je le pensais. Hein. C'est bien, hein, c'est bien. Ça, ça, j'ai essayé de faire un modèle de rachis cervical, mais qui inclut à la fois les mouvements d'obliquité et les mouvements de flexion-extension. Alors, ça, c'est une succession de vertèbres cervicales. Alors, vous voyez, si vous le prenez dans ce sens-là, vous avez la flexion-extension, et si vous le prenez dans ce sens-là, vous avez l'inclinaison. Et vous voyez, ça fait exactement, dès que les axes sont obliques, ça fait exactement l'inclinaison, rotation, extension. Alors ça va sortir. Mais il faut que j'arrive à équilibrer tout ça. Parce que si vous faites le rachis cervical qui est dans mon livre, avec les haubans, alors les haubans, il faut prendre des élastiques de chaussettes. Hein. Vous connaissez ça, les élastiques de chaussettes? Mesdames, il n'y a plus de mercerie. Alors j'ai trouvé sur Internet, on trouve tout, comme la Samaritaine, j'ai trouvé sur Internet un fabricant qui fait des fils élastiques très fins. Alors ça c'est bien. Mais pour équilibrer un rachis cervical, je n'ai pas encore réussi. Parce que dès que vous modifiez un côté, tout se débloque de l'autre côté. Alors, il faut beaucoup de patience pour y arriver. Un jour, peut-être, j'y arriverai et je le publierai. Je dois vous avouer une chose, pour terminer, c'est que quand j'ai commencé à enseigner la biomécanique, je n'avais jamais lu un livre de biomécanique et je n'avais jamais été dans un cours de biomécanique. Si vous ouvrez un livre de biomécanique classique, vous tombez immédiatement sur une équation. Alors là, vous refermez le bouquin parce que l'équation, il faut déjà la comprendre. Alors moi,
pour enseigner la biomécanique, j'ai dû commencer par l'apprendre. Et pour apprendre la biomécanique, j'ai lu un livre que vous ne connaissez sûrement pas, peut-être de nom. C'est La physiologie musculaire de Duchesne de Boulogne. Connaissez-vous Duchesne de Boulogne? Oui, c'est bien. Il ne s'appelait pas Duchesne de Boulogne, mais il a acquis sa noblesse justement par ses œuvres. Il s'appelait simplement Duchesne. Et il habitait Boulogne. Il a fait beaucoup de travaux en neurologie d'ailleurs, parce qu'on le connaît beaucoup plus avec le Duchesne herbe qu'avec la biomécanique des muscles. Mais si vous lisez son bouquin, vous verrez qu'il a tout décrit. Il a même fait quelque chose qui maintenant lui vaudrait la prison. Il a excité les muscles de la face d'un pauvre mec qui était sans doute dans un asile. Et on le voit. Les seuls dessins qu'il y a dans le livre de Duchesne de Boulogne, ce sont les dessins du gars qui grimace parce qu'on lui excite les muscles. Alors, il sait exactement ce que produit la contraction du grand zygomatique, de l'orbiculaire des lèvres. Il y a beaucoup de muscles sur la face. Et la face, c'est très important pour communiquer, parce qu'elle exprime un langage qui est un langage international. Toutes les langues ont été confondues au moment de la tour de Babel, mais Dieu n'a pas confondu le langage facial. Et la tour de Babel, c'est une illustration d'un processus que les Grecs appelaient l'hubris, U-B-R-I-S. Hubris, je vais vous le résumer d'une façon très grivoise, c'est vouloir péter plus haut qu'on a le derrière. C'est-à-dire, c'est l'ambition exagérée. Et dans l'histoire des Grecs, il y a eu beaucoup de gens, en particulier Prométhée. Prométhée, et lui, il s'est mêlé de ce qui ne le concernait pas, et c'est lui qui a créé les hommes et qui leur a donné la science de la mécanique en particulier. Et il a été très, très, très puni parce que Zeus l'a attaché au flanc du Caucase et chaque jour, il y avait un aigle qui venait lui bouffer le foie. Heureusement, Hercule est passé par là et il l'a sauvé. Tout est merveilleux aussi dans la mythologie grecque. Il n'y a pas que la biomécanique qui est merveilleuse, il y a la mythologie grecque. Il faut lire la mythologie grecque. Luc Ferry a fait très bon bouquin là-dessus. Encore publicité non payée. Bon, alors, donc, j'ai commencé par apprendre et après je l'ai enseigné. J'ai été voir un éditeur, je lui ai dit, je vous fais le Brisson-Castin de la biomécanique. Il a dit d'accord, et ça m'a pris 5 ans pour faire tous les livres que j'ai dessinés moi-même. Parce que j'avais la chance d'avoir une mère qui était artiste peintre et un grand-père qui était mécanicien. Alors, et puis mon père qui était scientifique, il était chirurgien aussi. Alors, je vous conseille de vous acharner sur cette science qui est tout à fait passionnante et dans laquelle on trouve de multiples raisons de s'émerveiller. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé. Merci de votre patience.